Même le chirurgien, il ne savait pas si j'allais pouvoir rejouer au foot. 400 matchs en professionnel, quasiment 100 buts, passes D confondus. Mais moi, dans la tête, je dis, on a bien bossé, on est prêt et tout ça. Alors que c'était rien du tout. C'était rien. Donc je suis parti, ils ont pris d'autres joueurs. Et tu reviens, c'est un peu bouché. C'est bon. Moi, j'ai mis un peu de temps à comprendre. Tu joues le RC Lens, t'es pas censé jouer. Il y a un virus qui s'est incrusté quelque part et ça t'a permis de faire tes débuts et de marquer. Et San Siro, le plus impressionnant, t'as l'impression, déjà même de l'extérieur, t'as l'impression qu'il y a un vaisseau qui est posé au milieu de la ville. Comment t'atterris ici? Comment ça se fait l'Apollon? Et on valide notre ticket en Ligue 1, où là, il y a envahissement de terrain. Après, tu vois, c'est des scènes de joie Magnifique. Qui restent aggravées à jamais. Le coach, il dévoile le 11 et je vois mon nom en pointe de l'attaque. Nasri, Benzema, Menez. Il ne cherche pas des attaquants. Il me dit... Parce que moi, j'étais en Belgique, à Bruges, là, toute la saison, enfin toute l'année, il fait froid, il pleut. Stéphane Ruffier aussi qui était là. Ruffier, un thème. L'entraînement, c'était chaud pour marquer. Qu'ils prennent conscience que leur corps, c'est leur outil de travail. Donc, il faut en prendre soin du mieux qu'ils peuvent. Ça a l'air dur. En même temps, des fois, ça a l'air désorganisé. Comment tu l'as vécu un peu ces matchs-là? Fini l'entraînement, tu penses à aller à la plage, faire du jet ski. J'aurais pu aller plus haut. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. J'ai surkiffé ce que tu as dit là. Franchement, là, tu m'as régalé. Bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de VMA Podcast. Très heureux de vous retrouver. Épisode historique. On n'est plus en France. On est à Limassol, à Chypre. J'ai un magnifique guest à mes côtés. Je vais vous le présenter. Avant toute chose, comme je le dis à chaque épisode, n'hésitez pas à continuer à donner de la force sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Abonnez-vous. Ça nous donne une force énorme, ça nous permet de nous développer. On a sorti pas mal d'épisodes, on va continuer avec cette nouvelle étape ici à Chypre. Je suis très, très excité de cette nouvelle étape. Par rapport au guest d'aujourd'hui, ancien footballeur professionnel, retraité, il a fini sa carrière ici à Chypre et il a une nouvelle vie un petit peu ici, il va nous expliquer. Passé par la Ligue 1, la Ligue 2, il a joué en D1 belge, Serie A, international togolais, pardon. Serge, welcome to VMA Podcast. Merci de me recevoir. Serge, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, je suis très content de t'avoir ici. Merci pour l'invite. Ouais. Curtis Yebli, petite dédicace, nous a mis en relation. Il nous a mis en relation. Pour les gens qui te connaissent, ils ont des images de toi à Nantes, à Monaco, en Ligue 1, à faire des différences. Ils ne savent pas forcément que tu es ici à Chypre et ce que tu deviens. Pour les éclairer, tu as fini ta carrière ici à l'Apollon Limassol. Après, tu as fait quelques petits clubs, etc. Et là, tu as une nouvelle vie. Qu'est-ce qui se passe pour toi ici à Chypre? Ouais, effectivement, j'ai fini ma carrière ici à PA, à Crottieri, là où tu joues actuellement. Mon club de maintenant. Mais ensuite, j'avais déjà commencé pendant que je jouais. J'ai lancé ma marque de vêtements en 2021. Donc, j'ai commencé en étant revendeur de designers. J'avais 6-7 designers avec qui je travaillais. Mon site internet où je revendais leurs collections. Et en 2023, j'ai commencé à intégrer ma propre collection pour petit à petit finir seulement avec ma collection. Donc là, depuis 2 ans, je travaille sur ma marque perso, Unfollow World. Et on avance petit à petit. De toute façon, on va retracer tout ton parcours footballistique. Et à la fin, j'ai une partie dédiée à Unfollow World. Tu as mis ton t-shirt, j'ai mis la chemise. On est branchés. Comme je t'avais dit, j'étais tombé sur une interview que tu avais fait à l'époque du Covid. Ouais. C'était il y a 5 ans. Et on t'avait posé la question, est-ce que tu penses à l'après, etc. Et à ce moment-là, pas du tout. Tu n'étais pas du tout dans ce mood, la mode, etc. Tu parlais même d'entraîner. Comment il arrive un peu ce mood de la mode? C'est un monde complètement différent. Il y a pas mal de difficultés, comme j'ai dit, on va en parler un petit peu après. Mais comment c'est venu un peu cette chose-là? C'est vrai qu'au départ, quand je me rapprochais de la fin de carrière, je vais pas dire choisir la facilité, mais tu restes dans ce que tu connais. Ouais. Donc forcément, tu finis ta carrière de joueur, tu passes tes diplômes d'entraîneur et après, tu vois comment enchaîner en post-carrière. Mais en fait, tout était déjà à côté de moi. Ma mère, elle est couturière depuis de très longues années. J'ai toujours aimé la mode. Donc,
je sais pas pourquoi, je cherchais loin, mais tout était déjà à portée de main. Les réponses étaient là. Ça a fait son petit bout de chemin dans ma tête. Et une fois que j'étais sûr, je me suis dit, bon, je vais me lancer dans quelque chose que je connais pas, sortir de ma zone de confort. Et puis voilà, pas avoir de regrets. Donc, je suis à fond dedans depuis et Hyper intéressant. on continue à fond sur le chemin. Avant de retracer ton parcours, il y a beaucoup d'anciens athlètes professionnels, quand ils finissent leur carrière, ils parlent de petites morts. Comme j'ai dit, moi, je t'ai côtoyé, encore une fois, grâce à Curtis, etc. On se côtoie ici à Limassol. Je te trouve hyper épanoui, tu vois. Enfin, vraiment, entre guillemets, t'es rayonnant, t'as une bonne vibe. Est-ce que t'as eu cette petite mort, ce petit moment compliqué après la carrière, ou directement le fait que t'as eu un projet motivant, entre guillemets, t'as directement enchaîné et t'as pas eu ce moment un peu down comme certains athlètes en parlent? Ouais, ouais, je pense que ça a beaucoup joué de pas ressentir cette petite mort. Bon, je l'ai eu aussi, mais le fait d'avoir des choses à côté à faire, bah, ça m'a aidé à enchaîner cette petite période. Et je pense que ça a joué un grand rôle. Bon, c'est vrai que j'avais déjà aussi commencé avant même de finir, Ok, mais ça a été plus aussi une libération pour moi parce que j'avais plus de temps libre d'accord, ouais. pour pouvoir, par exemple, aller à Paris pendant la Fashion Week, toutes ces choses-là où tu dois faire du networking, tout ça. Donc, ça a été un mal pour un bien aussi. Donc, D'accord. ça a beaucoup aidé à faire le deuil de la carrière. Et cette adrénaline, du coup, du foot, de se donner, etc., les grands stades, les matchs à enjeu, etc., est-ce que tu l'as un petit peu dans ta marque ou pas du tout, c'est différent et tu la propages un peu? C'est différent, mais tu la retrouves, par exemple, la même forme d'adrénaline d'avant-match, avant un fashion show. J'ai eu la chance d'en faire quelques-uns, où là, tu as cette petite pression que tu Ouais. ressens avant de rentrer sur le terrain, où tu dois performer. Donc, ouais, c'est avant un fashion show, ouais, tu as un petit peu cette même sensation. Ok, hyper intéressant. Comme je dit, on va retracer un peu ton parcours footballistique parce que tu as une carrière magnifique, une énorme carrière. Comme j'ai dit, en France, on te connaît, t'es vraiment sorti du lot. En tout cas, moi, je suis d'Amiens, je t'ai vu jouer à Amiens, Merci. on va en parler. Tu es originaire du Blanc-Mesnil, mais tu es né à Bondy, comme un Ouais, certain Kylian Mbappé. Tu as commencé le foot à Ponto Combo, c'est ça, c'est je ça, prononce bien? c'est ça. Et en 2001, tu rejoins Monaco. En fait, tu te fais repérer à un test à l'INF. Avant de parler de ces années à Monaco, toi, quand tu es jeune, c'est quoi un peu le mood, le foot? Est-ce que tu joues par pur plaisir ou directement tu as eu ce mood, vas-y, moi je suis là pour être professionnel? Non, je jouais par pur plaisir. Ok, C'était vraiment être avec les potes, kiffer, jouer jusqu'à pas d'heure. Et c'est tout. Il y avait pas encore de ah, faut que je sois professionnel ou quoi que ce soit. C'était vraiment, pour moi, tu voyais, c'était un monde à part. Tu joues, t'es bon avec tes copains, mais eux, c'est les pros, c'est pas un truc accessible, tu vois. ouais. Et c'est que quand je suis parti à Monaco où là, ça a commencé à dire, ah, ok, je suis dans un centre de formation, il y a peut-être quelque chose à faire. C'est à Monaco, du coup, que ça a changé un peu dans ton état d'esprit. Tu t'es dit, il y a peut-être une Ouais, ouais, possibilité. ouais, complètement, complètement. Parce que vraiment, avant ça, je jouais avec les potes, c'est tout, hein, kiffer et rien d'autre, quoi. Ouais, je vois. Avant de parler de tes débuts avec Monaco en Ligue 1, parce qu'il y a des débuts rocambolesques, enfin, on va en parler. J'ai envie de parler d'équipe de France parce que bah, t'as rejoint l'équipe de France en U16 jusqu'aux espoirs et tu fais partie d'une génération 87 qui a fait beaucoup parler, beaucoup de joueurs de talent, Benzema, Ben Arfa, Nasri, etc. Parle-nous un peu de ces années en équipe de France jusqu'aux espoirs. Comment c'était? Moi, en équipe de France, j'ai fait ouais, écoute, toutes mes classes en équipe de France. Il y a juste bah, l'Euro où j'ai raté Ouais. quand ils ont été champions. Donc, ouais, comme tu as cité, pas mal de joueurs de la génération 87 ont eu des belles carrières. Il y a des grands talents, Nasri, Benzema, Menez, Matuidi aussi, des Ouais, c'est ce carrières. que j'allais dire. Est-ce qu'il y en a qu'on cite moins, mais qui dans ces générations-là étaient vraiment pas mal aussi? Oui, 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 bien sûr. Bah, voilà, Blaise, Blaise. t'as qui encore? T'as euh, Ichardia, Ouais, ouais. t'as pas mal de joueurs issus de la génération 87 qui ont beaucoup joué en Ligue 1 et même à l'étranger, quoi. Et Ben Arfa, Benzema, c'est les deux qu'on cite. À cette époque-là,
qui était le plus fort? C'était comment? Benzema était déjà développé, Ben Arfa? Oui, après, Hatem, depuis toujours, il avait ce truc. Ouais, ouais. Partout où tu regardes les podcasts, les gens ils Ah ouais, citent Hatem toujours. comme joueur avec qui ils ont joué le plus incroyable, avec qui ils ont joué. Donc, ouais, il avait déjà ça. Il avait déjà ça et ouais, depuis vraiment tout petit. Ok, magnifique. On va parler de tes débuts à Monaco. 2006, début en Ligue 1. Tu joues le RC Lens. Et bah, il y a une petite anecdote que tu vas nous raconter. T'es pas censé jouer. T'es pas censé jouer. Il y a un virus qui s'est incrusté quelque part. Et ça t'a permis de faire tes débuts et de marquer. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? Ouais, non, complètement. C'était parce qu'à l'époque, c'était Gudolin le coach. Et la première partie de saison, j'étais toujours dans le groupe et j'étais toujours en tribune. Je faisais tous les déplacements, mais je finissais en tribune, sachant qu'à l'époque, c'était 16 sur la feuille de match. Donc, je me retrouvais 17e en tribune. Et en janvier, ça allait être la première association en fait entre Christian Vieri et Marco Di Vaio. Donc, Deux grands joueurs, hein. ouais, deux grands joueurs italiens, je te les présente pas. Et tu avais d'autres jeunes aussi, Gigliotti, Maurice Bellet aussi qui étaient là. Donc match Canal+, à Lens, tu vois, c'était Lens, vraiment un stade. T'étais prêt à aller en tribune, quoi. Ouais, moi j'étais prêt à aller en tribune, tu vois. Donc ouais, pour moi dans la tête, il n'y avait aucune chance que je débute le match. Et c'est pour ça tout le monde me raconte quoi, t'as joué, t'avais une afro. C'est parce que le soir, moi, j'ai enlevé mes tresses, j'ai fait mes shampoings, tout ça, tranquille. J'étais au téléphone dans la tête, ok, je vais regarder un match à Lens, tranquille. Et le lendemain, il y a eu un virus, les deux ils ont un gastro. Malgré tout, il y avait Gigliotti, il y Il avait y a plein de Maurice joueurs. Bellet, il y avait plein d'autres joueurs. Donc pour moi, bon, je vais être sur le bon, au pire. Ouais, ouais. Et bah, le coach, il dévoile le 11 et je vois mon nom en pointe de l'attaque. Donc, Attaquant de pointe tout seul. ouais, il y avait Capo, ouais, je sais plus qui jouait, ouais, je crois que c'était Capo qui jouait derrière moi. Mais sur le coup, d'un côté, quand j'y repense, c'est bien comme ça. J'ai pas eu le temps T'as pas eu le de temps. jouer le match avant. Mhm. Tu vois, quand tu es dans la chambre, tu joues, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse. Là, j'ai pas eu le temps. Parce que c'était vraiment avant d'aller au stade qu'il a dévoilé l'équipe. Et ça s'est enchaîné direct et bah, ça s'est plutôt bien passé. Ouais, bah Ouais, raconte-nous le but. Tu marques première en Ligue 1. C'est fou quand même. ouais, c'est Olivier Vigneault qui met un super ballon dans la profondeur. Et je vais en contre un. C'était Charlie Tange Le Gaulle. Et je la glisse entre les jambes. Et je crois que c'était Koulibaly, le défenseur, il m'écrase le talon. Parce que tout le monde m'a demandé, ouais, pourquoi t'as pas célébré, tu marques ton premier but. T'avais mal. Et il m'a écrasé le talon, j'avais mal, je pouvais pas courir. Donc voilà, c'est Ouais, ça tu l'histoire. faisais mal dans la profondeur. T'allais très vite, hein. Moi, je suivais la Ligue 1. Tu fais une saison, 4 buts, 6 passes D de mémoire. Une des révélations de Ligue 1. Et ensuite, il y a une blessure qui va t'amener à partir en prêt à Tours. Est-ce que tu peux parler un peu de ces années qui t'emmènent du coup en prêt à Tours? Ouais, c'est comme tu dis, les premières saisons, elles sont bien passées. Et ensuite, j'ai une blessure au genou qui m'a tenu éloigné des terrains durant 9-10 mois. Donc après, pour revenir, ça n'a pas été facile. Ça a Surtout que pas c'est été... Monaco, c'est un gros club. Voilà, t'es dans un gros club, il y a toujours des stars, il y a plein de jeunes derrière. Donc t'es pas là 9 mois euh, pour attraper le train. C'est compliqué. Donc j'ai été à Tours pendant 6 mois où là, on va dire, je me suis remis sur les rails. J'ai pu enchaîner les matchs après cette longue période d'indisponibilité. Et ça m'a redonné aussi la confiance parce que bah, tu es blessé. Il y a déjà l'aspect mental où tu as beaucoup d'appréhension. Tu as toujours un muscle qui tire parce que tu n'as pas 100% Hmm. confiance encore à ton genou. Donc, il y a déjà l'aspect psychologique où il faut que tu te remettes euh, en état et de plus avoir peur. Et la confiance aussi de retrouver les sensations, retrouver le rythme. Donc ça passe que par l'enchaînement des matchs. Et j'ai retrouvé ça quand je suis allé à Tours 6 mois où ça s'était super bien passé. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai vu. Et du coup, il y a un transfert à Nantes. Bon, t'as eu plein de bons moments dans ta carrière. On va vraiment retracer tout ça. Mais pour moi et pour les gens, c'est vraiment Nantes. Enfin, on se rappelle de Serge à Nantes.
Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je regardais la Ligue 1 beaucoup à ce moment-là et c'est là où tu as vraiment, vraiment brillé. Moi, j'ai le souvenir d'un but contre Marseille. Je sais pas si tu vas t'en rappeler, mais il y a un défenseur qui perd la balle, t'intercepte, Ouais. dribble Mandanda, je crois. Non, je crois que c'était en une touche, j'avais fini en une En une touche. touche. Ouais, C'était à la Beaujoire ou au c'était Vélodrome? à la À Beaujoire. la Beaujoire, le stade en feu. Mm, mm. Raconte-nous un peu ces moments à Nantes, puisque au final, après, derrière, il y a une montée en Ligue 1. Je pense que c'est un des moments vraiment clés de ta carrière. Ouais, donc en janvier 2011, j'arrive à Nantes. Donc le club avait pour projet de remonter en Ligue 1. Parce qu'un club comme Nantes, sa place est en Ligue 1, comme tu l'as dit, le stade, la Beaujoire, les supporters, même les infrastructures du club, tout ça, et tout l'histoire de Nantes, ce que Nantes représente dans le football français, sa place doit d'être en Ligue 1. Donc ça s'est pas passé comme prévu dès la première Ouais. saison, mais on a réussi à atteindre l'objectif, remonter le club en Ligue 1, et depuis, ils ont eu des belles années. Toi qui as joué beaucoup en Ligue 1, moi je trouve qu'on parle pas beaucoup du stade de la Beaujoire dans les grosses ambiances. Je sais qu'il y a le Vélodrome, il y a le stade de Saint-Étienne, mais c'était quoi de jouer à la Beaujoire? Il y a quand même une bonne ambiance, il y a beaucoup de fans. C'était comment? Ouais, non, c'était super cool de jouer à la Beaujoire. Tu vois, les supporters, ils sont toujours là derrière toi à t'encourager, même quand on avait des mauvaises périodes. Enfin, en Ligue 2, c'était un peu Ouais, compliqué, mais quand on est remonté en Ligue 1. en Ligue 1, enfin, la saison où on est remonté en Ligue 1, où là, les gens commençaient à revenir au stade et à pousser l'équipe. Là, tu sentais que il y avait une grosse effervescence autour du club, et même dans la ville, Ouais. les supporters, quand tu les croisais, tu vois, ils étaient toujours avec un mot d'encouragement. Donc, c'est vraiment toute la ville de Nantes, c'est une ville de football où bah, c'était un plaisir de jouer à la Beaujoire, Magnifique. et tu t'éclatais, quoi. Qu'est-ce qui t'amène à partir en prêt au Standard? Au Standard, c'était avant la remontée en Ligue 1. Donc, bah, Standard, j'avais une opportunité au mois de janvier d'y aller, où ils jouaient en Europa League. Donc, bah, Une belle opportunité. voilà, de retrouver l'Europe. Donc, j'ai saisi l'occasion. Je suis retourné après à Nantes parce qu'on n'était pas, on avait des différends au niveau contractuel avec le club. Du coup, je suis retourné à Nantes à la fin de saison. De toute façon, on reparlera un peu de la Belgique, parce que tu y es retourné après Ouais. dans le passé, enfin ouais, dans le futur, dans notre histoire, mais dans le passé. Euh, Derrière, pardon, ouais, on en a parlé, je sais pas si tu te rappelles quand on s'est vu à ton showroom, l'Italie. Ouais. Moi j'adore le championnat italien, c'est le championnat que je regarde le plus. Tu signes à Genoa, et tu as fait pas mal d'années derrière où tu as eu quelques prêts, etc. Parle-nous un peu de l'Italie, de la Serie A, mais aussi de l'aspect tactique, la préparation qui est, je pense, plus dure, et de tous les joueurs que tu as pu rencontrer là-bas. C'est quand même un gros championnat, surtout à l'époque, même si c'était un peu en déclin, ça restait quand même un gros championnat à ce moment-là. Il y a San Siro, il y a de belles ambiances. Parle-nous un petit peu de ces années italiennes. Ouais, l'Italie, j'avais signé en janvier au Genoa. Ouais, Donc, la reprise, enfin, faut savoir ils m'ont dit de venir une semaine avant pour pouvoir me préparer. ok. Donc, je me rappelle, j'étais avec, il y avait Pandev, Goran Pandev, Oui, et un autre joueur. On s'entraînait une semaine avant que toute l'équipe revienne, parce que fallait qu'on s'habitue au rythme. au rythme euh, qu'il allait avoir en stage. Donc, on avait bien bossé déjà. Et même moi, dans ma tête, je dis, ah, on a bien bossé, on est prêt, tout ça. Alors que c'était rien du tout. C'était rien. C'était rien du tout. Quand on est parti en stage, ouais, là, euh, bosser, vraiment travailler, et faire une grosse pré-saison. Après, c'est vrai que Gasperini, il est réputé pour Ouais. avoir une grosse charge de travail. Mais j'avais jamais fait ça toute ma carrière, tu vois, vraiment. Non, mais j'ai eu des Mm. échos de joueurs qui sont partis en Italie et qui m'ont dit ça, mais éclaire-nous, tu vois, en détail, c'est quoi qui fait que c'est différent? Est-ce que ça court beaucoup plus? Ça se réveille tôt le matin? Ça va en muscu? C'est quoi là, la différence? Parce que vraiment, En fait, ça court plus. Ça va en muscu, mais tu vas vraiment en muscu. ok, C'est pas, c'est tu quoi? viens, tu fais deux, trois exercices, quand tu as fini. Non, tu fais une vraie séance de muscu, haut du corps, bas du corps, et l'après-midi, t'enchaînes entraînement. Après l'entraînement, t'enchaînes la course. Donc, t'as une grosse charge de travail.
Et, c'est là où vraiment tu fais ton métier de professionnel réellement parce que euh, tu récupères mal, tu t'alimentes mal, C'est fini. ton corps ne va pas suivre. Donc c'est vrai à ce niveau-là, euh, souvent on dit en France on ne travaille pas beaucoup, mais quand tu vas à l'étranger, tu comprends pourquoi les gens ils disent ça. C'est réputé pour être très tactique. Est-ce que sur l'aspect tactique, tu t'es développé aussi en tant que joueur? Oui, 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 beaucoup, beaucoup avec Gasperini, avec Juric aussi, parce ils avaient une vision du football différente où ils te demandaient de faire des choses un nouvel apprentissage, Ok, une nouvelle vision du jeu, et vraiment, ils aimaient que tu joues comme eux, ils te demandent, tu vois. ok. Donc, niveau tactique aussi, où tu peux jouer, des fois je joue attaquant quand on a le ballon, quand on n'a pas le ballon, je joue excentré gauche. Euh, Quand on a le ballon, tu dois faire certains mouvements, sans ballon, tu dois faire d'autres mouvements où tu avais pas mal de choses à assimiler et tu as des zones bien respectives à respecter sur le terrain. Donc c'est des choses différentes, comment l'équipe travaille pour récupérer le ballon, comment effectuer le pressing, etc. Donc ouais, il y a pas mal de choses qui m'ont fait évoluer sur le plan tactique en Italie. Hyper, hyper intéressant. Du coup, parlons un petit peu de tes matchs avec le Genoa avant de partir en prêt à l'Atalanta Bergame. Genoa, bon, comme je te disais, la préparation au final, elle s'était bien passée. Et une semaine avant le début du championnat, je me blesse, donc je rate le premier match. Je crois que c'était à Palerme. Euh, bon, évidemment, j'ai forcé un petit peu pour reprendre et être présent pour le premier match à domicile. Je joue ce match, on gagne, j'ai marqué. Bien. Donc c'était un super début, sauf que Ouais, ça a lâché à un autre endroit. ça a lâché. Et je repars pour un mois out. Donc sur le passage en Italie, c'est un petit peu le, le, le bilan que j'en avais tiré à l'époque, c'était un petit peu en dents de scie, où il y a eu des bonnes choses, des blessures qui ont freiné l'adaptation et l'évolution au sein de l'équipe. Et bon, après, c'est Ah, c'est le aussi foot up and down. c'est le foot. Il y a aussi un petit peu d'impatience aussi de ma part, Ok. parce que, par exemple, sur le premier prêt à l'Atalanta, globalement, les 6 premiers mois, c'était bien passé avec Gasperini. Et je me rappelle, il y avait Sébastien Desmayo. C'est un Français qui est en Italie, qui a toujours joué en Italie, D'accord. qui me disait non, précipite pas et tout, reste ici. Je connais bien ce coach-là, ça fait 3 ans que je travaille avec lui. Reste là, t'inquiète pas, ici c'est comme ça et tout. Reste patient. Parce que moi, je voulais enchaîner tous les matchs comme j'avais Ah ouais. l'habitude. À Nantes, où je jouais tous les week-ends. Mais là-bas, je pouvais démarrer sur le banc, titulaire, t'enchaînes 2 matchs, Hmm. tu vois. Et bon, euh, c'est là où, avec le recul, j'aurais dû être un petit peu plus patient. Et Après, c'est dur de savoir. Peut-être que t'as... oui, sur le coup, là, je te dis, comme je te dis, Oui, avec du oui, recul. oui. Mais sur le coup, ouais, j'aurais dû faire preuve de plus de patience. Et ce prêt au Chievo Vérone? Kevo Vérone, c'était après la CAN. Après la CAN, parce que ouais, j'étais au Genoa. euh, Entre guillemets, ils voulaient pas trop que j'aille à la CAN. Donc je suis parti, ils ont pris d'autres joueurs. Et bon, tu Ok. reviens, c'est un peu bouché. D'accord, je vois. Et cet intérêt du Chievo Vérone où je suis allé, où ça avait bien démarré. Et encore une fois, malheureusement, je me suis blessé. Et 6 mois, ça passe vite, quoi. Ouais, 6 mois, ça passe vite. Il y a eu pas mal de blessures. De toute façon, on y reviendra après quand on va conclure un peu sur ta carrière. Pour conclure un peu l'Italie, euh, parle-nous un peu des équipes que tu as jouées. Tu as dû jouer franchement la Serie A, il y a la Juventus, il y a le Milan AC, l'Inter. Parle-nous des équipes qui t'ont marqué, si tu as une anecdote sur un match, les ambiances, les joueurs, les défenseurs. Puisqu'on a parlé de l'aspect tactique, mais c'est surtout défensivement. On parle de Catenaccio, les équipes qui ferment, qui défendent. Donc tu as dû forcément tomber sur des gros défenseurs. Ouais, gros défenseur. Souvent, toute l'équipe défend. C'était quand même. Bon, c'est Catenaccio, mais bon, ça joue quand même. Ça joue quand même, c'est sûr. T'as de l'espace.
t'as de l'espace, mais je pense que c'est San Siro le plus impressionnant. Vraiment, quand tu rentres sur le terrain, pardon, t'as l'impression, déjà même de l'extérieur, t'as l'impression qu'il y a un vaisseau qui est posé au milieu de la ville. Et quand tu rentres sur la pelouse, euh, c'est super haut, les supporters, l'ambiance, la ferveur qu'il y a, c'était- c'est incroyable vraiment. Et en termes de joueurs, tu nous as pas cité de joueurs. Est-ce qu'il y a un joueur qui est sorti du lot dans le championnat dans ces années-là en Italie, c'était à la Juve, à l'Inter ou autre? Ouais, après, il y avait à la Roma, tu avais encore La Roma, Gervinho, tu avais oui. Salah, il y avait Dzeko. Il était en feu, Dzeko, à cette époque-là. À la Juve, tu avais encore Pogba qui était là. Ouais, Euh, Toutes les grosses équipes avaient des stars quasiment. Donc, ouais, tous les week-ends, tu avais à Napoli aussi. Napoli, c'est vrai que c'était un stade. C'est costaud l'ambiance aussi là-bas, surtout le speaker quand Higuaín avait marqué. Et t'entends tout le stade scander son nom. Ça... un gros passage en Italie, du coup, qui t'a apporté pas mal de choses, pas mal d'expériences, etc. Et après, t'arrives chez moi, t'arrives à Amiens, en Ligue 1, ils viennent de monter. Et moi, j'allais au stade, j'étais au club, j'étais jeune, j'allais au stade. Euh, une belle année, comment c'est passé? Comment tu l'as vécu, toi? Il y avait quand même pas mal de bons joueurs, je crois qu'il y avait Bodmer qui était là, Ouais, Lassina Traoré, Manzala, Issa Sissoko, il y a quand même pas mal de bons joueurs. Et j'ai l'impression qu'il y avait une bonne ambiance aussi à l'intérieur de l'équipe. Donc, parle-nous-en un petit peu. ouais, c'était exactement ça. Quand j'arrive à Amiens, ben, je ferme le chapitre italien où là j'ai envie juste de jouer au foot, tu vois, reprendre du Ouais. plaisir, jouer au foot et m'éclater. Et en fait, bah, comme tu le sais, tu vois, l'équipe elle est montée. C'était pas l'objectif de début de saison. Ouais, ouais. Ça s'est fait vraiment À en la dernière journée, dernière journée. dernière minute. Donc ça a surpris un peu tout le monde. Donc l'équipe elle s'est montée un peu dans la précipitation où bah, malgré tout le travail était bien fait. Où moi j'arrivais, je voulais reprendre du plaisir, avoir dû enchaîner les matchs. Euh, Lassina Traoré aussi, il est arrivé de Monaco, il voulait reprendre du plaisir. Kakuta aussi, pareil. Et derrière, tu avais, bah, comme tu l'as dit, Bodmer qui était là pour nous chaperonner un peu avec toute son Encadré. expérience. Tu avais Harrison Manzala aussi, Sissoko, Dibassi, Prince Guano. On avait une Bonne équipe. bonne équipe. Une bonne équipe. Et bah, chacun était là juste pour prendre du plaisir. Vraiment, tu vois, kiffer, être sur le terrain et jouer au football tout simplement. Donc l'ambiance dans le vestiaire, elle était super. On rigolait tout le temps, on déconnait ensemble et je pense que c'est ça qui a fait que au final, on a fait une bonne saison parce que C'est ça. tout le monde nous voyait faire l'ascenseur direct parce que voilà, le recrutement il s'est fait vraiment dans les Vraiment, ouais. premiers instants. Les gens, le temps que tout le monde trouve le rythme, que ça prenne, que la mayonnaise prenne. euh, voilà, tu sais comment c'est, hein. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que tout le monde vous voyait redescendre. On redescend direct et en fait, on a fait une bonne saison. On s'est sauvé assez rapidement et tout le monde a pris du plaisir et est venu chercher a obtenu ce qu'il était venu chercher, jouer au football et kiffer, c'est tout. Du plaisir, ouais. Avant de passer un peu à la suite de ta carrière, j'ai envie de revenir un peu sur les blessures. C'est quoi ton regard maintenant, après carrière, sur les blessures? Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait qui ont, qui ont entraîné ces blessures-là? Quand tu étais blessé dans un process de réathlétisation, est-ce que tu as toujours fait tout bien? Enfin, quel est ton regard par rapport à ça? Est-ce qu'il y a eu des choses que tu aurais pu mieux faire? Ou quel est ton regard un petit peu par rapport à ça? Ouais, après, déjà quand t'es jeune, C'est pour ça que je te pose la question, parce qu'il y a des jeunes qui nous regardent, des moins jeunes, tu vois, ils vont se blesser, etc. Qu'est-ce que tu peux leur dire aussi, tu vois, c'est ouais, quoi? bah, déjà la première chose, c'est qu'ils prennent conscience que leur corps, c'est leur outil de travail. Mhm. Donc, faut en prendre soin du mieux qu'ils peuvent. Mais c'est la base, C'est parce la que base. t'as un petit pépin, tu peux être bon comme tu veux, avoir toutes les qualités que tu veux, ça va t'empêcher d'évoluer. Donc, c'est vraiment pas négliger la récupération, euh, les massages, les étirements, euh, tout ce qui va t'aider à
à te permettre à être à 100% le week-end, bah, de tout faire. Même si c'est relou, faut aller dans le bain froid, faut, euh, faut rester plus longtemps pour faire les massages, bah, faut le faire. Et il faut prendre l'habitude euh, le plus jeune possible. Ok. Et il faut intégrer, il faut que ça soit dans ta routine. C'est comme ça. Je te remercie de dire ça, c'est hyper important pour tout le monde. Toi, c'est à quel moment justement que tu as compris ça? Est-ce que c'était un peu sur le tard? C'est pour... Moi, j'ai quand même mis un peu de temps à comprendre. Non, bon, après, c'est vrai, bah, quand tu es jeune, tu es à Monaco déjà, l'environnement, tu penses pas à toutes ces choses-là. Tu Mm. finis l'entraînement, tu penses à aller à la plage, faire du jet ski, aller en terrasse, tranquille, tu vois. Mais c'est quand t'enchaînes les blessures, là, bon, tu vois le nutritionniste, tu commences à chercher les problèmes et à trouver des solutions. Donc, moi, souvent, j'avais des problèmes aux ischios. Ok, il faut changer ton alimentation, faut boire plus d'eau, Mm. faut te coucher plus tôt. Euh, bon, quand tu es jeune, tu l'entends, mais t'assimiles pas forcément rapidement. Et c'est après quand tu commences à, bon, là, faut que je prenne le taureau par les cornes et que je change quelque chose parce que ça peut venir que de toi-même. C'est pas, on peut te mettre à disposition les meilleurs soins, le meilleur nutritionniste. Si tu ne mets rien en application, euh, tu vas être dans cette spirale où bah, tu auras toujours des pépins. Donc, ouais, après, arrivé à Nantes, on va dire, ouais, j'avais 24, où là, vraiment, j'ai, euh, j'ai commencé à faire bien attention à tout ce que je faisais, où j'ai eu des conseils aussi, des gens autour de moi, de C'est ce que je... grands joueurs, parce que même quand par exemple, à Nantes, tu avais, Sylvain Wiltord, il venait avant l'entraînement, il s'échauffait, après l'entraînement, massage, il prenait le temps à la journalière de faire tout ce qu'il avait besoin pour son corps avant de rentrer chez lui. Et c'est quand tu vois ces choses-là, tu te dis, ah, il vient à Nantes, équipe de France, il a gagné des trophées. Avec les Gunners, il a gagné des trophées. Il pourrait venir être tranquille, je suis Sylvain Wiltord, mais pas du tout. C'est un vrai professionnel. Et quand tu vois ça au quotidien, bah, attends, lui, il le fait, toi, tu peux pas le faire. Donc, Tu m'as grillé une question, c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais te demander, est-ce que tu as croisé des grands professionnels qui t'ont inspiré dans ce sens-là? Tu m'as cité Sylvain voilà. Wiltord. Moi, à mon humble niveau, tu vois, quand j'arrive en Andorre, en D1, dans mon club, il y a un mec comme ça, 35 ans, qui a fait sa carrière, tu vois, qui a joué dans pas mal de ligues. Et je le vois, parce que je partais avec lui à l'entraînement, tu vois. Et il me dit, ouais, on part 1 heure et demie avant. Je lui dis, comment ça? Et j'arrive là-bas, moi je suis prêt, je le regarde, je vois, il s'étire, il fait le rouleau de massage, tout. Et pareil, après l'entraînement, il reste, bain froid, tout ça. Et là, tu commences à te questionner. C'est pour ça que j'allais te poser cette question-là. En plus de Viltord, quels sont les grands professionnels que tu as vus qui t'ont inspiré justement à faire plus attention, justement? Bon, ça c'est, oui, à partir de Nantes, mais même avant à Même avant Monaco, Monaco, c'est ça que. je les voyais, mais j'étais, mon cerveau n'était pas encore Ouais, éveillé. Parce que si tu veux, il y avait même les Olivier Capot, ouais. les Divayo, quand ils arrivaient à la fin de l'entraînement, ils faisaient toujours des longueurs. Tu vois, les Patrice Evra, ils restaient, ils faisaient des abdos tout le temps, ils étaient en salle. Et à l'époque, tu les regardais, tu disais, mais l'entraînement, il est fini, toi, t'es déjà dans la douche, dans la voiture et t'es chez toi. Mais quand j'y repense, bah, c'est exactement la même chose, le même état d'esprit du haut niveau où bah, l'entraînement, il commence pas que quand le coach rassemble tout le monde au milieu du terrain. Tu arrives avant, tu fais ce que tu as à faire avant pour préparer ton corps pour l'entraînement, tu t'entraînes bien. À la fin de l'entraînement, tu fais ce qu'il faut pour récupérer le plus vite et que demain, tu sois au top. Et comme je t'ai dit, il faut que ça soit ta routine. Ça fait partie de ce que tu devras faire pendant les 10, 15 prochaines années. Donc, même en Italie, il y avait Bourdisso, Mhm. très grand professionnel aussi. Comme tu dis, arrivé avant, pendant l'entraînement, il donne tout. Après l'entraînement aussi, il est là, il fait sa récupération pour être prêt le lendemain. Donc, prendre soin de son corps, c'est une des parties les plus importantes pour pouvoir être
au plus haut niveau tous les week-ends. Je te remercie d'avoir pris vraiment le temps d'expliquer tout ça. Tu sais, tu as pas mal des fois de joueurs qui se blessent, qui sont tristes, ils se questionnent, mais ils font pas toutes ces choses-là. C'est important de mettre l'accent là-dessus, tu vois. Et moi, pareil, comme je t'ai dit, à mon humble niveau, j'ai changé ça et j'ai vu les résultats, quasiment pas de blessures, je me sens mieux, etc. Donc c'est hyper intéressant. Pour continuer, tu vas retourner en Belgique, au Cercle Bruges. Mais avant ça, est-ce que je veux que tu me parles sur... tu vas me demander, mais comment tu as su ça? Mais il y a eu un transfert avorté à Nancy. J'ai fait mes recherches, j'ai bossé. Comment ça s'est fait un petit peu du coup, cette arrivée au Cercle Bruges et pas à Nancy, du coup? Bah, en fait, après Amiens, ce qu'il faut savoir, je devais signer à Dubaï. Ok, Je devais signer à Dubaï et tout ça. Bon, la visite médicale, elle s'est pas bien passée à cause de mon genou. Du coup, je retourne chez moi à Paris. Et bah, il y a cette opportunité avec Nancy où bah, on tombe d'accord et je suis sur la route pour aller à Nancy. J'arrive même à l'hôpital, tu vois. ok. Et il y a le coach Guyot, Laurent Guyot, bah, qui était à Nantes Je aussi. connais bien. Ouais. Il m'appelle, il me dit, ouais, viens chez nous, on a un bon projet. Et moi, tout de suite, dès en Belgique, je fonce. Donc, je parlais avec les dirigeants, je leur dis que c'est pas, j'essaye pas de faire monter les enchères. C'est juste que je préfère jouer en première division en Belgique. Je connaissais le Je championnat. connaissais déjà le championnat, etc. Donc, ils ont compris. Et de Nancy, je suis parti Ça direct s'est fait à la dernière minute, ça s'est fait à ça. Bruges. Ouais, ça s'est fait en 24 heures. C'est fou. Et donc, du coup, cette année au Cercle de Bruges, juste après, tu rejoins à l'Apollon Limassol. Parle-nous un peu de cette deuxième année, ouais, ce deuxième club, du coup, en Belgique. Comment ça s'est passé? Ouais, Cercle de Bruges, ça s'est bien passé parce que bah, ils ont un partenaire, je sais pas si c'est encore d'actualité, mais il y avait un partenariat avec l'AS Monaco. Ouais. Donc, tu avais les jeunes euh, de l'AS Monaco qui venaient s'aguerrir en D1 belge. Donc, tu avais d'autres joueurs comme Jérémy Taravel, euh, d'autres anciens, si tu veux, pour les accompagner. Et on a fait une saison sympa où le club s'est maintenu. Et bah, jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours en première division. Le championnat de Belgique, il est en plein développement. Il y a de belles équipes là qui font des bons résultats en Europe. Toi, tu as joué en Serie A, tu as joué en Ligue 1. À l'époque, il était comment ce championnat-là? Bah, c'était quand même relevé. Il y avait bah, le top 5 6 Anderlecht, la Gantoise, euh, Gand, non, Genk. Genk? Genk, pardon. Où tu avais des jeunes talents. Par exemple, à Genk, il y avait De Bruyne à l'époque. Ah oui. Euh, Anderlecht aussi, tu avais pas mal de joueurs qui ont fait des grandes carrières. Donc, c'est toujours un championnat, je le vois comme un championnat tremplin où tu as beaucoup d'équipes de Première Ligue et de Bundesliga Qui regarde? qui regardent et qui viennent se prendre des jeunes talents belges. On va arriver du coup sur la Chypre. Comment t'atterris ici? Comment ça se fait l'Apollon? En fait, Est-ce que tu connaissais déjà? Parce que pourquoi je te pose cette question-là? On a fait un podcast là récemment. D'ailleurs, je vous invite à aller voir avec Kandé Diawara et Adrien Louveau, qui sont deux joueurs professionnels. Et il y a Kandé Diawara qui est arrivé un peu par hasard. Il arrive en D2 Chypre, lui, à Xylotumbo. Et derrière, de fil en aiguille, il a signé à l'Apoel, prêt à Paralimni. Et il disait qu'il connaissait pas la Chypre. Tu vois. ouais, Toi, est-ce que tu connaissais un petit peu, vaguement? vaguement, parce qu'en fait, bah, il y avait un mercato où j'avais eu une offre de l'Apoel. D'accord. Mais bon, ça me disait rien à l'époque. C'était avant d'aller à Amiens, je préférais rentrer en France. Donc, ouais, mon choix était focalisé sur la France à l'époque. Et en fait, c'est Vincent Bessa, avec qui j'ai longtemps joué à Nantes. Il avait signé dans un club ici, je crois qu'il était à... Ah, j'ai oublié le nom. Ouais, c'est pas grave. Un club ici en D1. En Ligue 1 ici. Et je voyais qu'il faisait beau, c'était Les sympa. palmiers, le soleil, la mer. Palmier, le soleil. Je dis, ah, c'est sympa là où t'es et tout. Et il a fait 1 an, je me rappelle plus, une équipe qui joue en bleu à À Purée. Northosis? À Northosis, voilà. Il était à Northosis, il a fait 1 an à Northosis. Et après, il a signé à l'Apollon.
Et donc, il signe à l'Apollon, tout ça. Euh, il commence les matchs d'Europe. Ouais, je crois qu'ils avaient commencé les tours préliminaires en Europe. Et je lui dis, ouais, c'est sympa où t'es et tout. Ils cherchent pas des attaquants? Il me dit, parce que moi, j'étais en Belgique, à Bruges, là, toute la saison, enfin, toute l'année, il fait froid, il pleut. Là, tu voulais le soleil, là. Ah, je voulais le soleil. Je dis, il faut que je finisse au soleil. Et donc, je lui dis, ouais, ils cherchaient pas des attaquants. Donc, il me dit, attends, ouais, je vais voir. Donc, la mise en relation, elle se fait comme ça avec les dirigeants et tout. Et ils ont aimé mon profil. Et après, j'atterris à l'Apollon. Donc, ouais, Magnifique. c'est comme ça que ça s'est. C'est fou, et t'es toujours là. On Ouais. est en 2025. Et c'est fou, c'est fou. Et du coup, comment ça s'est passé? Du coup, la D1ship, le niveau, l'adaptation, la vie ici. Je pense que tu as bien aimé la vie ici puisque tu es resté. Ouais, non, la vie ici, c'est top. Je pense que n'importe qui vient s'installer à Chypre ne peut que aimer. Il fait beau toute l'année, les gens sont sympas, c'est sécure. Donc, tu es dans un cadre de vie vraiment, vraiment sympa, surtout si tu as une famille. Donc, le niveau, après, tu as Omonia à Puel, où tu as les gros matchs, tu as AL aussi, les derbies, Aris Limassol depuis quelques années, Pafos aussi maintenant. Je pense que le championnat, il fait que de se développer Oui, parce que c'est vrai que comme Aris, Pafos, ces équipes-là qui sont arrivées après, bah, elles construisent quelque chose sur le long terme. Et je pense que petit à petit, il va y avoir plus d'investisseurs. Les joueurs commencent de plus en plus à se renseigner sur le championnat ici. Donc je pense que là, on est sur une route où tout va continuer à se développer, peut-être avoir un peu plus de stades encore et optimiser le niveau du championnat, quoi. je voulais savoir dans quel mood t'étais quand t'arrivais à l'Apollon. Est-ce que t'es dans un mood vacances palmier ou t'étais encore compétitif? Je te pose la question parce que quelques années après, t'arrêtes ta carrière. Tu vas jouer un petit peu à Carmiotissa en D2, il me semble. Ouais. Après APA, à Crotiri, le club où je suis actuellement. Mais voilà, c'était sur la fin. Mais quand t'arrives, t'es dans quel mood? Est-ce que t'es toujours là pour compete ou tu sais déjà que c'est un peu la fin? Non, non, t'es un compétiteur, de toute façon. Ok, Tu ouais, vas quelque part, tu as envie bien d'être évidemment. vers toi-même. Et ok, tu es dans un cadre génial, mais faut respecter le maillot aussi, tu Oui. vois. Donc, les 6 premiers mois se passent bien. Mais là encore, en janvier, mon genou, il me Ah, lâche. le genou, Le genou, il m'a suivi jusqu'à la fin. il t'a pas lâché, Il hein. m'a pas lâché. Et après, tu sais comment ça se passe quand tu es blessé ici. C'est un peu plus compliqué euh, pour ton futur, mais bon, Ouais, ouais. c'est comme ça. Mais t'en gardes que du bon, je pense, Oui, ouais, non, de l'Apollon. c'est que du bon. On avait fait une belle campagne. Même en Europe, on avait perdu au playoff contre PSV. Ah oui, Juste avant de rentrer en group stage pour l'Europa League. Bon, ils avaient une grosse équipe, tu vois, tu avais les Malen, t'avais plein de stars de naissante. naissantes au moment où on les a joués. Et, bon, c'était une marche au-dessus pour nous. Magnifique. Je prends un plaisir monstre vraiment de retracer ton parcours. On arrive sur la fin de ta carrière, mais on n'a pas parlé de la sélection du Togo. Est-ce que tu peux me dire un petit peu les moments, les bons moments que tu as passés avec la sélection et les moments un peu plus compliqués? Il y a eu un événement tragique avec l'attentat du bus, si tu veux en parler. Et dans les moments un peu plus positifs, il y a eu la CAN, il y a eu plein de bonnes choses. Parle-nous un peu de ces années en sélection. Comment ça s'est fait? Tu étais en équipe de France en jeune. Ouais, 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 c'était en équipe de France en jeune. Après, il y avait d'autres joueurs comme moi avec bah, la double nationalité où bah, je prends ça comme un privilège de pouvoir choisir sa nation d'origine. Donc on avait une bonne petite équipe et bah, on s'est tous dit oui, on peut faire quelque chose. Il y a les qualifications pour la Coupe du Monde. Donc malheureusement, on n'a pas pu se qualifier, mais on a réussi à se qualifier pour la CAN 2010 où après, il y a eu ce tragique événement. Par la suite, 2013, on se qualifie pour la CAN et pour la première fois, on arrive à sortir de la phase de poule. Et je crois qu'on perd en quart de finale contre le Burkina. Mhm. Je crois que ouais, c'est le parcours, c'est là où le Togo a été le plus loin à la Coupe d'Afrique.
Donc, on a fait des belles choses, vraiment. On avait un bon groupe, on a fait des belles choses. C'est dommage, je pense qu'on aurait pu faire mieux si bah, tous les à côté Ouais, d'une sélection oui. africaine avaient été gérés au mieux. Je pense qu'on aurait pu tirer vraiment la pleine mesure du groupe qu'on avait. Moi, je m'interroge toujours sur, pas forcément le niveau, mais tu vois, toi, tu as joué en Serie A, D1 belge, en Ligue 1, Ligue 2. C'est comment les matchs en sélection africaine? On regarde la CAN, ça a l'air dur. En même temps, des fois, ça a l'air C'est dur. désorganisé. Comment tu l'as vécu un peu ces matchs-là? Bah, c'est dur déjà parce que il fait chaud. Ouais, La chaleur, toi, en janvier par exemple, tu peux jouer -5 degrés si tu joues à Lille par exemple. Et après, tu te retrouves à jouer à +35. c'est vrai que ça va être dur. C'est pas facile, tu vois, pour l'organisme, pour s'adapter. Donc le rythme, forcément, il baisse un petit peu. Mais bon, les gens bon, critiquent un peu, critiquer, parce que je pense que ça a changé depuis la dernière CAN en Côte d'Ivoire, les terrains, etc., l'organisation, machin. Mais je vois que de l'amélioration. Il y a une hype maintenant autour de la Oui. CAN, j'ai envie de dire. Mm. Et on a vu que les terrains étaient nickel, que les stades étaient bien, et que le niveau fait que augmenter. Je pense que peut-être l'image que les gens ont, c'est encore il y a plusieurs années en arrière où peut-être ouais, il y avait des décalages tactiques dans certains matchs. Mais maintenant, tu regardes même les petites équipes, entre guillemets, rivalisent aussi avec les grandes nations. Donc, où là, au niveau tactique et technique, euh, l'écart l'écart est faible et voilà, t'as pas des Ouais, grandes ouais. stars, par exemple, oui, Côte d'Ivoire, tu vas avoir des individualités, plus que tu vas en trouver en Zambie. Mais je pense que maintenant, toutes les équipes font attention et il n'y a plus de petits matchs. Comme tu as vu là dernièrement, le Cap-Vert s'est qualifié Ouais. pour le mondial. Euh, Personne ne s'y attendait. Donc, le niveau, vraiment, il a rien envié à toutes les autres nations du monde, quoi. Non, je suis d'accord avec toi, je te rejoins à 100%. On a retracé un petit peu ta magnifique carrière. Moi, j'ai noté quasiment 400 matchs en professionnel, quasiment 100 buts, passes D confondus. C'est vraiment une magnifique carrière. Toi, c'est quoi ton regard par rapport à ta carrière? Comme tu as dit, tu as commencé en bas de chez toi, tu pensais même pas que tu allais devenir professionnel. Tu as fait cette carrière-là, tu as joué en Serie A, San Siro, la Roma, Ligue 1, enfin vraiment une carrière de fou, la CAN, etc. Toi, c'est quoi ton regard par rapport à ça? Est-ce que tu es dans un mood où tu dis ah les blessures, le genou, est-ce que tu dis j'aurais pu faire mieux? Est-ce que tu es reconnaissant? C'est quoi ton regard par rapport à ta carrière? Déjà, sans but, je crois pas, hein. Non, pas 100 but plus passe D. J'ai Ah, noté je crois 55 buts, 37 passes D, donc j'ai arrondi à 100. t'as bien rendu, hein. C'est ça, il faut arrondir. Merci. Non, non, franchement, avec du recul, déjà, avoir pu faire une carrière après ma blessure, déjà, juste pour ça, je suis déjà reconnaissant et fier parce que, en vrai, la blessure, même le chirurgien, il savait pas si j'allais pouvoir rejouer au foot. Il savait pas parce que c'était vraiment un truc au niveau du cartilage euh, et que il vraiment n'avait pas la capacité de dire que ah, tu vas pouvoir rejouer au foot. Bon, ça, je l'ai su après. C'est quand ma mère, vraiment, on parlait, elle me l'a dit, qu'à l'époque, même le chirurgien ne savait pas si l'opération avait marché. Donc, sachant tout ça, sachant les blessures, etc., bah, je me suis quand même accroché. J'ai quand même réussi des belles choses, accompli des belles choses. Donc, ouais, certainement, sans les blessures, avec le départ que j'ai eu, j'aurais pu aller plus haut. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et le tout, c'est de s'adapter et de se relever de tous les challenges que tu vas avoir à affronter tout au long de ta vie. Donc, en partant, en prenant tout ça, ouais, c'était dur, c'était pas facile. Mais j'ai fait une belle carrière et je suis fier de ce que j'ai effectué. Magnifique, Serge. J'ai pas mal de questions un petit peu ouvertes. Déjà, j'invite tous les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, Mhm. qui t'ont peut-être pas vu jouer.
j'invite à aller regarder les vidéos parce qu'on a quand même un joueur, fallait voir la vitesse, comment il débordait les défenses, etc. Moi, je te dis, franchement, hyper impressionnant, tu vois. Merci. Euh, ouais, je voulais savoir quels sont, comme ça, là, si je te demande, les matchs qui t'ont marqué, tu vois. Si tu as 2-3 matchs qui t'ont marqué dans ta carrière, où tu te rappelles, est-ce que c'est ton premier but, est-ce que c'est un but à la canne, en Serie A, si tu as un match qui vraiment, tu le sors souvent en souvenir, tu vois. Là, Si c'en est un ou deux, c'est très bien aussi, hein, mais un match marquant, tu vois, ou un but. là, ça me vient pas là. Ça vient pas. Bon, on a cité le premier but, là, le but Ouais, contre le Lens. premier but. Après, euh, je pense les matchs au Vélodrome. Les matchs au Vélodrome avec Monaco, je me rappelle en Coupe de la Ligue, on avait fait un gros match. Après, c'est tout ce qui va autour Oui, aussi, tu vois, c'est l'ambiance, c'est les premiers matchs, tu découvres ces atmosphères-là. Après, même en sélection, on a fait des matchs. Je- c'est plus l'ambiance du match, l'atmosphère, plus que le résultat. Mais tu vois, il y a des matchs où en, en Ouganda, on allait jouer. Il y avait une atmosphère de fou, tu vois, même à 2,50 m, on n'arrivait pas à se parler parce que c'est fou. t'entendais rien. Il y avait Le la coach, tu l'entends pas musique, quand il crie les consignes. t'entends rien. T'étais vraiment obligé de crier dans l'oreille de ton partenaire C'est une dinguerie. pour qu'il comprenne ce que tu lui racontes. Donc, ouais, San Siro aussi, tu vois, c'est des souvenirs. Mais après, de résultats, je pense avec la sélection, quand on a gagné à domicile contre le Gabon et qu'on s'est qualifié du coup Mhm. pour la CAN, avec Nantes, bah, c'était contre Sedan à domicile où on gagne et on valide notre ticket en Ligue 1, où là, il y a envahissement de Explosion de joie. terrain. Après, tu vois, c'est des scènes de joie Magnifique. qui restent aggravées à jamais. Exceptionnel. Dernière question un peu foot, après on passera à une follow world, à plein de choses. Euh, si on part par ligne, tu vois, gardien, défenseur, milieu, attaquant, quels sont les joueurs qui t'ont marqué, que ce soit des joueurs avec qui tu as joué ou contre qui tu as joué, tu vois. Si on part par exemple pour gardien, quel est le meilleur gardien, toi en tant qu'attaquant, tu t'es dit, putain, lui c'était trop, j'arrivais pas à marquer lui. Contre qui j'ai Ou à joué? l'entraînement, tu vois, un mec avec qui tu as joué ou contre qui tu as joué, tu vois, si tu peux m'en citer un ou deux. Ben, par exemple, à Monaco, à l'époque, il y avait, ben, t'avais Flavio Roma Mhm. et t'avais Stéphane Ruffier aussi qui était là. Ruffier, un thème. L'entraînement, c'était chaud pour marquer. Franchement, je me rappelle à l'entraînement, tu vois, c'était costaud parce que bah, lui, il poussait aussi pour prendre la place à Flavio. Et Flavio, fallait qu'il garde sa place. Ça veut dire que tu avais des entraînements C'était compétitif. C'était très compétitif. C'était très compétitif. Ouais, donc ouais, Non, très bien. Et pour gardien, pour les défenseurs, du coup, soit latéraux, soit centraux, que tu as croisés à l'entraînement ou en match. bon, après, à Maicon, il y avait Maicon et Maicon. Evra, tu vois. Euh, Jouer avec et même contre à l'entraînement, tu vois, euh, ouais, Un c'est quelque démon, chose. Ouais, je m'en tu rappelle. vois, en plus, c'est des latéraux qui montent tout le temps. T'as cité Evra, j'ai pas. Evra aussi. Evra aussi. Ouais, ouais, Wow. ouais, ouais. À l'époque, Donc, voilà, tu vois, quand tu commences avec les pros et que tu es dans un groupe où bah, tu as des joueurs comme ça autour de toi, bah, directement, tu sais à quel niveau tu dois te hisser. centraux, du coup. Euh, Parce que t'étais des fois ailier, mais des fois t'étais en pointe. T'as dû forcément te frotter à des mecs qui voulaient pas te laisser aller en profondeur. Franchement, ouais, après, tu vois, les Thiago Silva, mais Est-ce qu'il n'y en a pas un qui t'a marqué, tu t'es il y dit, en a, comment il s'appelle? Il joue à l'Inter. Miranda, je crois. Ouais, Miranda. Ah ouais. Miranda, Brésil, je Euh, crois qu'il a joué à l'Atlético, je crois aussi. ouais, ça, là, c'était chaud. Je m'en Il était rappelle. solide, lui. Ouais, il était solide. Il était solide et ouais, jouait tout seul en pointe. Miranda. Après, ouais, non, après, t'avais même les Souleymane Camara, tu vois, Mhm. des Zubar, tu vois, Ouais. c'est des clients. C'est Moi, l'époque, je vraiment, suis c'est mes. pas un joueur athlétique. Donc, quand tu te tapes ça dans le dos tout le match, c'est pas C'est facile. sûr. Au milieu, du coup, sur les milieux de terrain, c'était un ou deux mecs. En 6, bah, t'as Yaya Touré, que je cite souvent en termes de joueur complet parce que ça savait vraiment tout faire. Techniquement, il pouvait t'éliminer, il pouvait te bloquer avec son physique.
accélérer avec le ballon, par la passe, la finition. Il savait tout faire. Donc, ouais, je pense que au milieu, Il a Touré. ouais, Il prend tout le milieu à lui tout seul. ouais, tout seul, t'inquiète pas, il va se débrouiller. Magnifique. Et sur les offensives, du coup, soit ailier, soit attaquant, des mecs avec qui tu as joué, avec qui tu as été en compétition, ou des mecs qui t'ont fait mal, qui ont marqué contre toi, etc. Bah, il y en a plein, tu vois. On a plein. Ouais, tu peux les Il citer, y en a 5 plein. 6. Bah, jouer contre les Neymar, les Mbappé, comme je te disais, Salah, Gervinho, à l'époque, les Paoletta. euh, ouais, il y en a plein, sûrement. J'en Ouais, ouais. oublie aussi, Non, tu mais vois. déjà, rien que ces noms-là, J'en oublie ça fait la aussi, diff. mais Mais j'aime bien poser cette putain, il y question en parce a que des fois, il y a des. énormément. Tu m'as parlé de Miranda, tu vois, on s'attendait peut-être pas. Il y en a peut-être qui connaissent pas, ils l'ont vu jouer, ils se disent, bon, il est solide, etc. Mais tu vois, avoir ton point de vue là-dessus, c'est hyper intéressant, Ouais, tu vois. non, ouais, il y en a énormément, tu vois, des Totti, des gros stars, Ibra. Ouais, offensivement, il y en a Ouais, il y en un a un paquet. paquet. De toute façon, tu as joué Serie A, Ligue 1, tu as croisé tout le monde. Ok, hyper intéressant. J'ai envie de repartir sur ta marque Unfollow World. Bon, déjà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur cette marque? Mais c'est quoi déjà le message? Qu'est-ce que c'est Unfollow World? Pourquoi les gens devraient acheter cette marque? C'est quoi le message que tu veux propager avec Unfollow World? Bah, Unfollow World, en fait, c'est bah, suis ton propre monde. Ne suis pas le monde, les, entre guillemets, les codes ou te laisse pas submerger par la pression euh, sociale, entre guillemets. Si tu as envie de t'habiller d'une certaine manière et que ça représente ta personnalité, faut le faire sans avoir peur du jugement des autres. En vrai, c'est même un mindset Ouais, c'est que ça. tu appliques dans tout ce que tu fais. Tu as envie de faire quelque chose, bah fais-le à fond et te soucie pas de ce que les gens ils vont te dire. Si toi ça te fait plaisir, si toi ça te rend heureux, bah fais-le. Donc c'est le mindset derrière la marque où vraiment véhiculer le message. euh, Prends confiance en toi et fais ce qui te plaît en vrai. Unfollow World, Voilà. ça a du sens. Donc la traduction, ouais, on ne suit pas le monde. En gros, mais Ouais, non, c'est ça, c'est hyper c'est intéressant. exactement ça. Et sur l'aspect un peu mode, tu vois, là, j'ai la chemise. Ouais. Toi, tu as le t-shirt. C'est quoi un petit peu les pièces? Est-ce que c'est homme? Est-ce que c'est femme? On fait les deux, hommes et femmes. Bah, la chemise que tu as, c'est une chemise 100% lin, brodée. On a des pièces aussi vraiment couture comme ça, parce que comme je te disais, c'est là ma mère qui a fait ta chemise que tu portes. Magnifique, ouais, ouais, c'est Et fort. on a aussi du denim, comme le jean que je suis en train de porter, les t-shirts classiques. J'essaye d'avoir un équilibre entre ces deux mondes-là où bah, je veux proposer des choses que moi aussi j'aime, Ouais. euh, mais en restant, en fournissant de la qualité, quoi. On mettra le site dans la bio. Où est-ce qu'on peut trouver tous ces vêtements uniquement à Limassol? Est-ce que c'est à Paris? Est-ce que tu as un site? Bah, sur le site internet déjà, à Limassol, j'ai mon showroom. J'ai un showroom où, bah, comme tu sais, Oui, c'est une collab avec mon pote Alki, on a fait un esprit un peu Paris, Londres, magasin c'est 2 en incroyable. 1, où tu as la partie barbershop et tu as la partie où il y a mon showroom au premier étage. Donc on a essayé de ramener une vibe comme ça sur Limassol où bah, ils sont pas très habitués à ces choses-là, mais petit à petit on y arrive. C'est top. Et quelques pop-up aussi que je fais à l'étranger. J'en avais fait à Monaco lors de mes débuts et prochainement sur Paris. Je t'ai vu aller ouais, beaucoup sur Paris, au Japon. Tu vas chercher tes inspirations un peu à droite à gauche, c'est ça? Oui, oui, les inspirations, j'ai la chance de beaucoup voyager, de rencontrer beaucoup de gens. Donc, les inspirations, elles sont tirées de tout ça, de mes voyages, mes rencontres, des choses que j'aime, le design, l'art. Tu peux la trouver partout, en fait. Et c'est ça que j'essaye de mélanger et de mettre à disposition à travers mes collections, quoi. Et on en a parlé rapidement au tout début de l'épisode. C'est quoi les grandes difficultés du coup de ce monde de la mode? Euh, Franchement, tu t'es lancé dans un domaine que tu connaissais pas du tout. Tu aimais bien la mode, bien t'habiller, on le voit, tu as du flow, tu es confortable, etc. Mais c'est un monde complètement différent du monde du sport. Quelles ont été les grosses difficultés?
auxquelles tu as fait face et tu fais face, tu vois. Bah, comme tu l'as dit, moi, j'aime la mode, Ouais. mais travailler dans la mode, c'est quelque chose de complètement différent. Donc, j'ai appris sur le tas. Vraiment, je me suis lancé et tout en avançant, j'apprenais les choses. Donc, forcément, il y a eu des erreurs qui ont été faites, mais c'est surtout l'aspect business parce que au-delà de, ok, tu proposes des vêtements, tu veux faire les trucs bien, mais tu as la partie business aussi qu'il faut prendre en compte où bah, les bases n'étaient pas bien fondées parce que je manquais de connaissances. Euh, c'est des choses que j'ai rectifiées en cours de route, bien sûr, mais c'est des erreurs comme commander trop d'articles, avoir trop de stock, pas savoir quel canal utiliser pour les couler, ne pas bien connaître ta cible. Toutes ces petites choses-là, ces erreurs-là que j'ai faites au début, euh, bah oui, ça coûte un peu d'argent. Ouais. Mais après, de toute façon, dans tous ces projets entrepreneuriaux, c'est les erreurs qui font avancer, tu vois, en vrai de vrai. Ouais, bah oui, bien sûr, c'est un apprentissage, tu vois, plus qu'une erreur. C'est ça, Et, exactement. après, faut savoir réagir et aussi à côté, j'ai suivi pas mal de formations pour pouvoir justement combler ces lacunes, vraiment au niveau business, pas de la création, parce que c'est une entreprise, faut la faire tourner. Et, euh, et oui, donc petit à petit, Toutes ces années en tant que footballeur professionnel, au niveau du mindset, de la résilience, etc., ça t'a aidé quand tu oui, as oui, des... bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a pas mal de similitudes dans l'état d'esprit où bah, c'est pas parce que ça va mal que tu vas abandonner. Tu vois, tu perds 3-0, le match il est pas fini. Voilà. Donc c'est un petit peu la même chose où bah ok là ça se passe pas bien, qu'est-ce que je dois faire pour redresser la barre, identifier les choses rapidement et savoir se réadapter. Donc il y a pas mal d'aspects de qualité et de valeur que j'ai acquise grâce au football que je retranscris Très bien. dans mon entreprise, quoi. Il me reste deux, trois choses. Bon, déjà, moi, comme vous le savez, je suis à Limassol. Je suis passé au showroom. L'endroit, il est top. Si jamais vous êtes en vacances, pas faux, ça y en a pas. Venez à Limassol, passez et rendre visite au showroom. La marque, elle est top. Comme j'ai dit, on mettra tous les liens, le site, l'Instagram. Tu es aussi sur TikTok. Ouais. C'est ton compte et le compte de la marque en même temps. Tu mets pas mal de contenu. C'est top. Ça permet de voir aussi tes journées, etc. Le développement de la marque. Tu as mentionné ta maman qui fait le tissu, etc. Moi, quand je t'ai vu, tu étais avec toute ta famille. C'est quoi un peu ton mood à Chypre, avec qui tu vis, etc. C'est quoi tes jours? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Je te dis ça parce que je te vois vraiment épanoui. Des fois, je te vois avec ton petit au foot, etc. Pour expliquer un petit peu aux gens ton mode de vie. La journée, j'ai mon garçon qui a 12 ans maintenant et ma fille qui a 9 ans. Donc ici, le système scolaire, il est différent de ce qu'on connaît en France. À 13h30, ils finissent l'école ici. Et l'après-midi, les après-midi sont dédiés aux activités. Donc en fonction des jours de la semaine, je les emmène à leur activité. Euh, quand on a le temps, faire une petite balade. Le week-end aussi, faire des petites sorties et passer du temps de qualité avec eux. Donc le matin, souvent, je suis au showroom. Quand il y a les commandes, je gère des commandes ou quand j'ai des rendez-vous avec des clients. Euh, ça me laisse quand même pas mal de temps libre où je peux pas aménager ma journée comme je veux jusqu'à 14h. Enfin, 13h30, 14h, c'est à l'heure où je les récupère. Donc les journées sont calées comme ça, si tu veux, le matin, vraiment jusqu'à 13h30, 14h. euh, Un peu je de sport travaille. aussi sur le côté. Des fois, je te Oui, vois. ouais, ah oui, ouais, Ah, faut en parler. ça fait partie de la routine, ça. T'as pas lâché ça. Même, t'as arrêté Oui, la non, carrière. non, j'ai pas lâché le sport On parce peut que voir que t'es. faut... En fait, après Carmiotis, après Carmiotis, avant que je signe à APA, pendant un an, j'ai rien fait. Et j'avais pris au moins, ouais, 10-12 kilos, Ouais. tu vois. Et je me sentais pas à l'aise. Et quand j'ai arrêté, j'ai dit, ouais, non, plus, plus jamais ça, parce que je sais dans quel état physique je me sens. Et c'est pour ça que même après avoir arrêté, j'ai continué d'aller au sport,
Je fais des fives avec les potes le mercredi soir, souvent. Rester en activité physique et c'est bien aussi mentalement de pouvoir faire du sport et de se sentir bien dans son corps. Justement, tu as parlé de l'aspect mental, j'allais y venir. Il me reste deux petites questions. Moi qui ai pu te côtoyer, passer du temps avec toi, tu es vraiment quelqu'un d'intéressant et d'inspirant, quelqu'un de sage avec qui on peut, Merci. on peut, on peut discuter. Mais je sais pas, sur l'aspect développement personnel, spirituel, est-ce que tu fais quelque chose qui te permet de te sentir bien mentalement? Tu as parlé du sport. Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'aide à être bien avec qui tu es, etc. Ouais, tu fais bon, un petit peu de méditation Mhm. ou tu fais ouais, de l'introspection. C'est vraiment chacun, je pense, sa manière euh, de se connecter en son fort intérieur pour pouvoir aligner tes pensées et mentalement être clairvoyant. Donc, je pense que c'est un aspect où tu dois être bien mentalement pour pouvoir bien arriver bien avancer dans ta vie. Et chacun a ses petits trucs. Hyper intéressant. Non, mais c'est exactement ce que je voulais entendre. Est-ce que ça, tu l'as eu un petit peu avec tes voyages, découvrir de nouvelles cultures, etc. Ou c'est quelque chose qui arrivait avec le temps naturellement? Oui, oui, c'est de découvrir des nouvelles personnes aussi bah, j'ai essayé ça, tu devrais essayer, ça marche bien. Et faut être aussi bah, assez ouvert, pas être réticent, parce qu'il y a des gens qui, dès que c'est quelque chose qu'ils connaissent pas, ils se ferment. Mais c'est pas du tout mon cas. Quelque chose que je connais pas, tu me dis que c'est bien pour toi, je vais essayer. Si moi ça me convient, je te dis ah merci, j'ai tenté, c'était sympa, ça a bien fonctionné. Donc c'est toutes ces choses-là, les rencontres que j'ai eu à faire et les discussions qui font que bah tu piques un petit peu euh, les qualités de tout un chacun qui C'est top. peuvent te servir à toi-même. Expérimenter un peu à droite à Voilà, gauche. c'est ça, Non, mais exactement. c'est magnifique. Rester ouvert sur tout ça, toujours expérimenter, parce que je pense que si tu le fais pas, tu vas pas, ton champ de vision, il va pas évoluer. Donc, l'objectif, je pense que dans cette vie, c'est Exceptionnel. d'évoluer et d'atteindre la meilleure version de soi-même. J'ai surkiffé ce que t'as dit là. Franchement, là, tu m'as régalé. Dernière question, je la pose à chaque fois sur le podcast. Nous, on fait ça pour rencontrer des belles personnes comme toi, des athlètes, revenir sur ton parcours, mais aussi, tu vois, ton mindset, tes nouveaux projets, etc. C'est pour ça qu'on aime faire des podcasts. J'aimerais que tu prennes 1 ou 2 minutes pour vraiment, par rapport à ton histoire, que ce soit par rapport au foot, par rapport à la marque de vêtements, tout ce qui t'est arrivé, un message d'inspiration pour les jeunes, les conseils que tu peux leur donner par rapport à toi, ton histoire, quelque chose qui te tient à cœur, potentiellement pas faire les mêmes erreurs que toi t'as fait. Tu en as un petit peu parlé pendant l'épisode, mais un message vraiment de motivation et d'inspiration pour tous ceux qui nous regardent, pas que forcément les jeunes, pour tout le monde, tu vois. Bah, bah, la chose que je peux dire, c'est vraiment, encore une fois, c'est ce que je veux véhiculer à travers ma marque, c'est vraiment la confiance en soi. Parce que parfois, à cause de la peur ou des doutes, tu passes à côté d'opportunités. Et c'est vraiment d'avoir confiance en soi. Et si tu as quelque chose en tête, tu as un objectif, tu as un rêve, de vraiment te donner les moyens déjà d'y arriver et de travailler à 2000% pour atteindre ces objectifs-là. On est en 2025, tu as envie de faire quelque chose, je pense que tu peux trouver, avoir les accès à tout ce qui est nécessaire pour toi, qui va te servir à aller dans la direction de tes rêves et de pas justement écouter peut-être les gens autour de toi. Ah non, c'est trop dur. Ah non, c'est pas pour nous. Toutes ces phrases-là qui parfois peuvent te faire douter, bah, vraiment faire abstraction de tout ça et d'y aller à 100%. Tu as quelque chose en tête, vas-y, aie confiance en toi et surtout donne-toi les moyens, fais le nécessaire pour y arriver. Parce que la vie, elle est courte et je pense que les regrets, quand t'as pas fait quelque chose que t'avais à cœur, bah, je pense que Le ça poids des fait mal. regrets. Le poids, il est lourd et je pense que ouais, ça laisse un goût amer. Donc vraiment, euh, que ça plaise aux gens, que les gens ils te disent, tu vas pas y arriver,
pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, prends la sécurité. Non, si vraiment tu le sens au fond de ton cœur, C'est en lien avec ta marque, vas-y. Unfollow, vraiment. Ouais, non, ouais, voilà, c'est vraiment donne-toi les moyens, travaille à fond. Et bien sûr, je vais pas dire écoute pas les gens. Il y a toujours des bons conseils à prendre dans certaines discussions, mais ne perds pas ton objectif et suis ton cœur et ton instinct à fond. Magnifique, je te remercie pour ces mots. Est-ce que tu as une petite dédicace à faire à quelqu'un? On a parlé d'Yebli au début qui t'a fait la connexion. On a parlé de quelques coéquipiers, la famille. Si tu as une petite dédicace, la caméra elle est là. Non, le dédicace à ma famille et à mes amis, à tous ceux qui sont autour de moi. Merci pour le soutien depuis toujours. Donc, on est ensemble, vous savez très bien que ça bouge pas. Exceptionnel, Cheers. exceptionnel. Tu nous as fait le plaisir de nous passer un maillot qu'on va faire gagner. L'Apollon, Ouais. club, Au fond d'un placard. club historique à Chypre où tu as joué. On va le faire gagner sur Instagram. Donc voilà, on vous mettra toutes les informations. Il faudra suivre Unfollow World, suivre VMA Podcast et on fera gagner ce maillot-là. Il est magnifique, je l'aurais bien gardé, mais c'est pas grave. il est magnifique, merci Serge. Pour conclure cet épisode, Serge, un grand merci. Vraiment, C'est à toi. c'était un plaisir. Ouais, pour moi aussi, hein, franchement, c'est passé vite. C'est passé vite. Non, mais comme je dis, j'ai la chance de pouvoir te côtoyer ici à Chypre quand je vais au barbeur, je te croise ou peu importe. Et c'est hyper intéressant de passer du temps avec toi. Comme je dis, tu es hyper inspirant. Et tout ce podcast, tout ce qu'on a dit, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce podcast-là en fait. C'est parce que je vois ton mindset, je vois ta carrière et je vois aussi ton projet qui pour moi va péter. Enfin, il est magnifique. Ouais, Et on va donner de la force avec le podcast. Merci. Continuez à vous abonner, commentez, dites-nous un peu ce que vous avez pensé du parcours de Serge. Si vous avez des questions, il va regarder sur YouTube, sur toutes les plateformes. Allez donner de la force à Unfollow World. Regardez comment on était mignons là aujourd'hui. Ouais, faut unfollower.com. Voilà. Instagram, unfollower. Ouais, je fais. Branchez-vous. Branchez-vous. Et on L'influenceur, et on se dit à bientôt. Serge, merci. Allez.